Salut Carl, Salut Murtas. je suis très ravi de te voir. Ah, ah. Où es-tu Et en ce moi de moment? t'entendre. Où es-tu? Je suis en Serbie, à la campagne, depuis le début du lockdown, du Covid. Et j'ai passé peut-être 2 mois en tout à Belgrade. Je suis retourné faire un tournoi quand il y a eu un peu une relaxation des tensions. Mais ça fait à peu près un an que je suis là. Sur ma chaîne YouTube, Checkmate Rock'n'Roll, on a ouvert une playlist. Voulez-vous parler français avec nous? Ah, Et ah. comme toi, tu as vécu en France pas mal d'années, Mhm. raconte-nous, s'il te plaît, comment c'était ta vie. Tu as commencé la vie d'un joueur d'échecs en France, n'est-ce pas? Moi, je pense, j'ai eu la vie du joueur d'échecs. Comment on peut dire ça? C'est avant, à l'époque, je vais dire, je vais pas parler des années 90, mais début des années 2000, quand vous étiez en France, donc toi, Vlad, André qui est toujours, il y avait un mot que vous utilisez beaucoup, c'est un mot anglais, downshifting. Et si tu veux, moi, les échecs, c'était une façon de faire de joindre les deux bouts entre euh, vivre quelque chose quand même euh, à côté d'une institution, tu vois, qui sont les échecs, quelque chose de clairement positif, au même temps de pouvoir rejeter les normes sociétales. Donc alors je dis tout ça, c'était pas forcément conscient à l'époque, mais avec le recul, c'est comme ça que je le perçois. C'était une façon de vivre comme un punk tout en faisant partie d'une société sans enfreindre les lois. Je veux dire Voilà. que Donc je peux pas vraiment la dire, façon je me d'être considère pas vraiment rebelle, professionnel quoi dans ce sens-là. dans le sens d'un rebelle ou dans le sens d'un joueur d'échecs, tu veux dire. Ah là, je t'entends très mal. Il va falloir que tu répètes la question. Je, je pose la question, ta façon de passer la vie aux échecs, c'était ta façon d'être rebelle à la société ou être le C'est professionnel des échecs quand même. Non, non. Le professionnel des échecs, moi, en fait, c'était Olivier Touzane. J'avais 18 ans. J'étais à Vichy. Ou... Oui, 18-19 ans. J'étais à Vichy en 2000 pour le championnat de France. Et à Olivier Touzane, qui a compris que j'étais un petit rebelle, bon, un petit morveux, mais sympathique en même temps, qui trouvait pas sa place. Et il m'a dit, tu sais, Karl, les échecs, c'est une façon de lutter. Et en fait, lui, il m'a dit ça. Je ne sais pas s'il il avait une grande intention de m'influencer avec sa phrase, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, voilà, les échecs pour moi, c'était l'outil. C'était l'outil de vivre parallèle. C'était la vie parallèle. Mais jamais. Alors évidemment que j'avais l'ambition, j'avais le désir de devenir plus fort. C'est la carotte. Hein, il y a le bâton et la carotte. Bon, j'aimerais un jour encore être grand maître. Ça, c'est très difficile de ne pas le souhaiter. Est-ce que c'est possible? Bon, bah, on ne sait pas. Mais voilà, c'est secondaire pour moi. La performance, elle est secondaire. Et d'ailleurs, même dans mes parties, souvent, j'ai foiré des tournois de manière catastrophique. Et j'en tire quand même une très belle partie. Bon, dans ce cas-là, pour moi, le tournoi était une réussite. Voilà. Donc, c'est, je suis très conscient de mes limites dans ce domaine. Mais quand même, tu as pas mal travaillé, tu as pas mal joué de tournois à cette époque-là, non? Ou Énormément, à quel âge énormément. tu as commencé à plonger sérieusement au monde échiquier français? Et qu'est-ce que Bah, ça représentait pour toi? C'est le joueur de niveau de club ou de maître ou des voilà, amateurs? bon, bon, moi je suis maître feed.
dans les années où j'étais très actif, c'était 2006, 2007, 2008. Bon, je revenais d'un voyage à Los Angeles où j'avais, en fait, je vivais dans ma voiture et j'ai gagné ma vie en allant dans les parcs. Mais voilà, là, c'était de l'ordre de 10 dollars par jour. C'était bon, c'était une autre forme d'aventure. Donc, quand je suis revenu à Paris, mon but, c'était de faire la même chose, mais le cran au-dessus, quoi. Pas être dans la voiture, mais j'avais une chambre de bonne, que d'ailleurs, c'est toi qui m'a passé le relais de cette chambre de Oui, je bonne. me rappelle, oui. Et donc, euh, voilà, mais ma vie, en fait, c'était quoi? C'était remplacer le vide du quotidien. C'est-à-dire, je veux pas aller au travail à l'usine, je veux pas rentrer dans la voie des corporations et de devenir quelque chose de ce genre-là. Ce que je veux, c'est mon temps. Ensuite, face à tout ce temps, hein, c'est le temps, comme dit Baudrillard, c'est un petit peu comme la campagne qu'on traverse en train. À force, c'est ennuyeux, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ma façon de voir les choses, c'était il fallait remplacer ce temps par les échecs. Donc, mais le résultat, évidemment, quand je suis dans une partie, le but c'est de gagner. Et quand je perds, je suis déçu. Tout ça, c'est totalement logique. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste de, de disparaître quelque part en tant que position socio-économique pour émerger quelque part d'autre dans une vie parallèle, quoi, de la réflexion. Et à États-Unis, tu as joué les tarifs. On peut dire que tu as fait la vie d'un joueur au tarif, non? Comme tu dis, dans les parcs. C'est ça, c'est ça. Alors j'allais dans les parcs, Et ça j'allais pas marchait dans ou les pas? parcs. Ça Hein. marchait comment? Ça marchait comment? Parce qu'avec Vlad, on prépare une émission sur les joueurs qui jouent aux échecs, les tarifs. Et Oui. comment ça a marché à États-Unis pour toi? Alors c'était un Comment petit ça peu marche différent. là-bas? C'était différent de ce que, disons, les joueurs d'échecs qui nous écoutent connaissent comme tarif, parce que bon, on connaît tous quand même, on a tous plus ou moins une idée de comment ça se passe dans les parcs. C'était même pas vraiment du Washington Square. Moi, j'étais à Los Angeles, pas à New York. Là, les types, ils sont dans un parc. Comment dire? C'est pas forcément des très bons joueurs d'échecs. C'était beaucoup de gens vraiment en marge de la société. Beaucoup d'entre eux étaient sous crack. C'était un quartier très dangereux. Et en fait, ils jouaient aux échecs un petit peu comme moi, j'étais en train de décrire, pour tuer tout ce temps en surplus. Hein. C'était pour pas être face à soi-même. Et parmi eux, bah, il y avait aussi les hommes d'affaires, un peu, enfin, voilà, ceux qui réussissaient malgré tout, toutes ces mauvaises conditions, ils réussissaient quand même leur vie, disons, à leur niveau. Et eux, ils aimaient bien parier 50 centimes la partie. Bon, ils auraient parié plus si j'étais pas plus fort qu'eux, quoi. Mais ils voyaient ça un petit peu comme un divertissement. Hein. C'est genre, ah tiens, il est bien rigolo ce jeune, qu'est-ce qu'il est venu se perdre dans ces quartiers et moi, évidemment, vu que c'était quelque chose de complètement bon, parallèle, encore une fois, hein, bah, moi je revenais tous les jours. Et à la fin, j'ai vu que voilà, je pouvais gagner 10 dollars par jour. J'avais pas de loyer à payer, je vivais du terrain. Et moi, tout ça, ça me plaisait beaucoup, quoi. Jusqu'au jour où, évidemment, bon, ça marche plus, quelque chose se passe et il faut remonter à la source. Et quand tu es revenu sur Paris, comment tu Oui. as réussi à gagner ta vie en jouant aux échecs à Non, moi, je me considère semi-professionnel dans le sens de où est le semi là-dedans, c'est que moi, je gagne ma vie avec les cours. Hein. J'ai déjà gagné des prix dans les tournois, j'ai déjà gagné, mais le maximum que je crois que j'ai gagné, c'était 800 euh, euros. Ça, c'était le maximum. Au championnat de Paris, une fois, j'ai gagné 800 euros, mais je gagne de 200, des 300. Je suis un petit joueur, hein. Euh,
je suis pas, voilà. Mais quand même, tu as essayé de gagner ta vie avec les cours. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Alors les cours, pareil, Mais est-ce que c'est la façon de lutter, comme tu dis, être rebelle, ou c'est la façon plutôt ouais, alors là, ça y est, là, il y avait un compromis, parce que là, on est dans le anarchiste? monde du travail, et moi, la pédagogie échéquienne, à la base, c'était pas une passion, hein. C'était comme beaucoup de joueurs d'échecs qui, à un moment, se rendent à l'évidence que, bon, je ne peux pas continuer comme ça, il faut quand même que j'ai une certaine stabilité. Donc, tu te plonges dans les cours. Et bon, j'ai eu de la chance de trouver un bon filon, de trouver pas mal de cours dans des quartiers plutôt riches, hein, donc le 16e, hein, plutôt riche, c'est c'est un euphémisme. Euh, mais bon, voilà. Ensuite, mon quotidien était rempli d'autres choses, hein. Là, il y avait la routine du travail et c'était pas forcément très plaisant. Parce que les gamins que j'avais n'étaient pas des compétiteurs, donc je voyais pas forcément des progrès chez eux. J'étais pas forcément très bon prof. Maintenant, je pense que je le suis à force d'avoir, comment dire, appris à travers ce qu'il ne fallait pas faire. Donc maintenant, j'ai toute une méthodologie. J'ai pris beaucoup de cours avec beaucoup de grands maîtres pour avoir une bonne idée en fait de comment faire les choses. Et maintenant, j'ai une passion pour la pédagogie échiquienne. Mais ces années-là, c'était des années de galère pour moi, hein. C'est parce que je gagnais pas super bien ma vie, j'avais encore du temps, mais c'était pas non plus la richesse et il y avait quand même beaucoup de contraintes, hein. Donc pas la vie de rêve en tout cas, pas la vie d'artiste dont Est-ce je que, rêvais ou dont je faisais l'éloge. est-ce que tu as vu le film Queen's Gambit, la série? La série, Oui. oui, j'ai vu, j'ai Est-ce vu. que tu peux te comparer ou comment tu peux décrire la vie de Beth Harmon? Ah, alors bon, bon, Pour toi, c'est la façon de vie d'un rêve ou pas? euh, bah, Est-ce qu'il là, y en a fait, un personnage à qui te qu'est-ce- correspond plus dans ce bah, film? regarde, eux, ils ont choisi un petit peu une facilité dans dans leur personnage, dans le sens où les scénaristes, ils ont pris quelque chose de très concret, une fille à l'orphelinat. Donc c'est très extrême comme personnification et c'est un petit peu, bon, moi je pense que c'est un peu facile de bon, on réussit à s'attacher au personnage tout de même. Dans la vie, je pense que les joueurs d'échecs, bon, c'est pas, tout n'est pas si noir et blanc, quoi. Euh, bon, moi j'ai eu des galères dans ma vie, mais c'est absolument rien de comparable à ça. Mon enfance était très heureuse. Euh, donc, bon, Befaman, là où je me reconnais le plus, c'est plus dans le drugs and rock and roll. Bien que ce soit derrière moi, tout ça, mais oui, moi, bon, la plupart des cours que je donnais à Paris, il faut savoir, j'avais la gueule de bois et bon, ma vie, c'était, voilà, pas drugs and rock and roll, mais plus, oui, l'alcool, les cigarettes, les sorties. Les bagarres dans les bars de temps en temps aussi, c'est arrivé. Et Et les filles? les filles, quand l'occasion se présentait, hein, c'était pas, il y a eu des grandes périodes de pénurie. Et il y a eu quelques périodes d'abondance aussi. Mais le profil d'un joueur d'échecs, c'est sexy ou pas? C'était sexy à Paris à cette époque-là ou pas? À Ah ton non, avis? Si, non. Moi, je si pense toi, que tes amis, les gens que tu connaissais assez moi, je bien, pense que les femmes qui ne jouent pas aux échecs en tout cas, associent les échecs à l'immobilité, à quelque chose de très statique. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent, enfin, elles préfèrent des danseurs, par exemple, hein. Si je faisais du breakdancing, je pense que j'aurais beaucoup plus de succès avec les filles que les échecs. Alors, tout ça, c'est des catégories d'âge aussi, hein. Ça, c'est pendant la vingtaine. Mais c'était les années où j'étais à Paris. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut, si on veut trouver la femme de sa vie, il vaut mieux jouer aux échecs, hein,
que de faire de la danse, mais pour quelque chose à long terme. Mais si on veut courir les jupons, là, il vaut mieux être danseur ou footballeur ou quelque chose comme ça. T'as jamais regretté de ton choix? Oh, moi, non, jamais. Jamais. Tu voulais pas faire le dancing? Edith Piaf, hein, je réponds juste Edith Piaf. Là, hein, je regrette absolument rien. Je pense que la seule possibilité, en fait, pour quelqu'un de vivre, c'est de. Allô, tu m'entends encore? Oui, 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 c'était Oui, moi oui. La seule possibilité pour vivre, pour que ce mot ait un sens, c'est au moins d'avoir une période où on va rejeter toutes les normes et on va tout reconstruire. Hein. Ça, on retrouve ça chez Nietzsche, mais on retrouve ça chez tout le monde, quoi. Il faut, il faut repartir depuis le début et, et se faire sa propre idée de la société. Il ne faut pas juste aller dans le sens qu'on nous tend, sinon on ne vit rien. Donc, évidemment qu'il va y avoir une période de galère. Heureusement, enfin, c'est les prérequis d'une bonne vie. Et à ton avis, la vie échiquienne en France à cette époque-là était bien, pas trop ou. Bah, moi, je dirais que la vraie vie échéquéenne, pour moi, c'était les années 90 quand même. Parce que il y avait des rapides, surtout si on était jeune. Là, on pouvait faire un rapide tous les week-ends. Mais bon, je dirais pas le jour de Noël, mais Dans les régions Île-de-France, tu veux dire, ou en bah, France. Internet a totalement brisé ça. Il y avait la FSGT que tu connais sûrement sur la région parisienne. C'était des tournois rapides et c'était des bons tournois rapides parce que dans les années 90, alors, dans les années 90, c'est vrai que le mur était déjà tombé. Donc, on a eu, bon, les Russes, mais bon, ils n'avaient pas forcément une facilité à avoir un visa. Mais je ne sais pas si tu te rappelles du tournoi d'Aubervilliers. Oui, oui, bien sûr, je jouais 3 ou 4 fois. Tu as joué 3 ou 4 fois à Aubervilliers, voilà. Donc, Avec 700 joueurs, les grosses manifestations. bah, voilà, je pense que, que ça ne peut plus, et c'est dommage. Hein. Donc, des tournois comme Aubervilliers, et ça, c'était pas la FFE. Hein, c'était quand même la FGT. Sportif et qui était associé voilà, bon, très fortement à la gauche. Et ça permettait quelque part de faire cette transition avec l'Est qui venait juste de se déclasser, déglacer, je voulais dire, to unfreeze. Et du coup, voilà, les tournois étaient plutôt bien dotés, enfin au niveau des prix, et ça faisait qu'il y avait des bons joueurs. Moi, j'y allais pas pour les prix, j'y allais pour les bons joueurs. Mais c'était fantastique comme période. C'était absolument fantastique. Et bon, je pense que c'est Internet. Hein. Internet a tué le social des échecs. Bon, il y a beaucoup de pères de famille qui vont faire 2, 3 bits sur Internet plutôt que de perdre la journée entière ou le week-end entier. Donc, c'est logique, quoi. Et tes endroits préférés à Paris à cette époque-là? On Mon parle endroit de préféré à Paris? 2008, 2007. Oui. Pour jouer Alors, au Luxembourg, tu as joué. Cloître a déjà été fermé. alors j'ai joué au cloître, hein. J'ai joué au cloître, mais j'étais jeune. Je dirais pas que j'étais un des piliers du cloître, quoi. Les Nikonov, les Mandarins, tout ça, ça c'était bon. Alberto. Bon, Alberto, oui, bon, mais pour moi, ça c'était des joueurs professionnels. C'est vrai que je m'associais pas du tout au grand maître à l'époque, mais bon, il y avait les joueurs purement de blitz, quoi, les gens qui étaient pas forcément, qui étaient 2002 en feed, mais qui passaient leur vie à blitzer. Et, mais bon, là j'étais trop jeune. Moi, je passais de temps en temps, je voyais ça, mais j'avais 19, 20 ans max. Tal à Bergel, il y allait plus souvent que moi. Il était, il habitait sur Paris. Moi, j'ai grandi en banlieue, donc c'était moins évident. Mais, euh, mais mon endroit préféré dans ces années-là, bon, j'allais des fois au Jardin du Luxembourg,
mais je sais pas. Bah, j'allais beaucoup à Pigalle, moi. J'allais beaucoup à Pigalle, mais j'avais un côté Tu punk. fais les échecs? Hein. Ouais. Alors, si on parle des échecs, oui, dans Non, Pigalle, à la on filiale, gagne à la jamais filiale. grand-chose. Tu Hein. fais les échecs ou par les Pour autres jouer aux échecs? échecs, bah, c'était les tournois. Hein. C'était les tournois. C'était pas, il n'y avait pas de lieu géographique. Il y avait le Luco, hein, le Jourdain du Luxembourg. Mais bon, j'y allais de temps en temps. Mais bon, c'était dur de trouver un échiquier, tout ça. Et puis, je préférais finalement soit jouer sérieux, soit travailler les échecs un peu que de perdre mes journées au Luco. À ce moment-là, hein, ça y est, j'avais un petit peu évolué, disons. Donc, Et à quel ouais. âge, et quelle année tu as fait ta première norme de montre internationale? Tu peux répéter, j'ai mal entendu. À quel âge tu as fait ta première norme de mètre? Ah, ma première norme. Ma première norme, c'est très simple. C'était en 2013 à Skopje, donc j'avais 32 ans. Mais tu as direct parti de la France à cette époque-là. J'ai- Ah là là, le son il est vraiment mauvais, Murta, je suis désolé. À quel Ça? âge, en quelle année tu es parti de la France? Tu as quitté la France. Ah, que j'ai quitté la France. En fait, c'était la même année, c'était 2013. J'ai quitté ma chambre de bonne en 2012. J'ai fait des tournois un petit peu à l'Est. J'avais des projets de peut-être partir à l'Est. Et puis ma mère est tombée malade, malheureusement. Et on est parti au Pays de Galles. Alors, il y a du bonheur dans notre malheur. On avait une maison, une petite maison, hein, très humble. Hein. C'était les quartiers prolétaires, working class du Pays de Galles. Euh, je peux vous assurer que euh, c'est c'est pas le rêve, même pour des gens de l'Est. C'est les mineurs, tout ça. Enfin, et donc on est parti vivre au Pays de Galles et j'y suis resté 4 ans. Mais bon, ça c'était peut-être la chose le problème le plus réel. La plupart de mes problèmes ont été créés par l'imagination. Et là, enfin, il y avait un problème réel. Je devais m'occuper de ma mère qui avait la démence. Donc bon, maintenant j'en parle avec un petit peu de légèreté parce que ça fait plus de 10 ans. Hein, elle est encore en vie. Donc bon, il n'y a plus vraiment de lien émotionnel et je peux en parler sans trop verser des larmes, quoi. Hein. Donc pardonnez mon manque d'émotionnalité. Et quand tu t'es mis à chessboxing, c'était à Paris ou Alors voilà, alors justement, il y a un lien avec le mouvement, c'est que j'ai j'ai été intéressé par le chessboxing à Paris parce que bah, c'est là que je l'ai vu et en fait j'avais fait un petit peu de boxe à Los Angeles. J'allais prendre ma douche en fait au début dans une salle de gym classique, enfin musculation, et ensuite j'en avais un peu marre donc je suis allé à la salle de boxe. Et quand je suis revenu pratiquement tout de suite, j'ai découvert que le chessboxing existait. Je me suis dit, ah bah ça c'est une drôle de coïncidence. Ça a été inventé comme sport quand moi j'étais je vivais cette vie-là en fait, littéralement quoi. Et du coup je me suis intéressé. Bon, je suis pas, j'étais pas un bon boxeur, je suis toujours pas très bon, mais euh, je suis un petit amateur. Mais bon, je me défends quand même beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Et donc, du coup, en fait, je me suis mis un peu à la boxe et j'ai eu l'occasion en 2009 de faire une exhibition dans une galerie d'art. Donc, c'était pas du tout un vrai combat. C'était avec le fondateur du sport, Ipe Rumbing, qui est décédé malheureusement très tristement à l'âge de 45 ans pendant le lockdown, pas du Covid, mais d'un arrêt cardiaque pendant son sommeil. Et donc je le rajoute parce que ça serait un petit peu mal poli de ma part de ne pas le mentionner. Euh, je, donc j'ai eu la chance de faire ça. Je suis passé dans le journal L'Équipe. Donc je suis devenu le héros de Sébastien Mazet, par exemple, et ceux qui vénèrent ce journal. Donc ça me faisait très plaisir quand même parce que moi j'ai grandi avec. Alors j'ai 3 ans de plus que Sébastien.
Mais quand j'étais ado, donc années 90, on allait tous à Caïssa, au club de Caïssa. Et moi, pratiquement tous les gens avec qui j'ai grandi sont devenus soit maître international, soit grand maître. Et pour la plupart, grand maître. Pour la plupart, excuse-moi, grand maître. Donc, enfin, j'avais l'impression d'être largué. Et là, finalement, c'était un moyen quelque part où les grands maîtres avec qui j'ai grandi me tapaient un peu sur le dos, du genre, ah, c'est bien, tu me représentes un peu, quoi. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais je ne me suis pas mis réellement juste au moment où je suis parti au Pays de Galles et je me suis retrouvé dans cette galère, voilà, cette nouvelle vie avec ma mère dans un lieu que, bien que j'y allais quand j'étais môme, c'était la maison de mes grands-parents. Je ne connaissais rien de là-bas, je ne connaissais pas les gens. Et bon, une vie, bon, quand même, pour les standards occidentaux, très, très difficile. Et du coup, en fait, la boxe, elle est venue là, à ce moment-là, pour me sauver. Comme les échecs me sauvaient avant, là, la boxe, il fallait que je tape au moins dans le sac et trouver des adversaires pour se battre, quoi. Et alors ça c'est intéressant parce que bon, j'écris un livre sur le chess boxing, mais pas tant sur le sport, mais sur une philosophie sociale. Et là, on peut faire un rapprochement avec les études du professeur Laborie, Henri Laborie, qui a écrit L'éloge de la fuite et qui a fait, alors il a fait beaucoup de choses, ça serait difficile de résumer son œuvre, mais disons qu'en fait, voilà, il a prescrit qu'il y a deux façons en fait de lutter contre l'inhibition de l'action, hein, qui est un état où en fait on peut ni fuir ni lutter. En fait, c'est ça. Hein, c'est face à une situation qui soit dangereuse, soit désagréable. L'animal, donc là, il avait pris des rats en cage. S'il peut fuir les électrochocs, ça va. S'il peut se battre avec un autre, ça peut aller. Il va pas faire de maladies psychosomatiques. Enfin, ses organes vont rester intacts. Et par contre, s'il ne peut ni fuir ni lutter, là, c'est sûr que c'est la dépression assurée. Et donc, en fait, voilà. Là, disons que les échecs, j'étais tout d'un coup tout en haut de la pyramide. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé un. C'était marrant parce qu'à Paris, je cherchais le pays africain qui voudrait bien m'accepter pour que je puisse un jour jouer les Olympiades. Et finalement, je suis parti dans le pays de naissance de ma mère et j'ai pu jouer les Olympiades grâce à ça. Donc, bon, il y a quand même une part un petit peu euh, ironique. Euh, mais voilà, les échecs ne me suffisaient pas. Là, les échecs, ce serait la fuite, donc, et la boxe, ce serait la lutte. Et donc, voilà, j'avais besoin des compétitions de chessboxing pour me donner la motivation d'être discipliné. Hein, fallait y aller tous les jours. Et voilà, donc, voilà, je pense avoir répondu. Ok, je pense qu'on va faire la deuxième partie de notre conversation en anglais. Ok. Pour l'instant, pour la partie française, on se termine et on va parler en anglais sur ta vie aux États-Unis, sur ta vie en Grande-Bretagne et ta vie actuelle en Serbie avec chessboxing, les échecs et le reste. Ça Ok. marche? Merci. Ok. Merci beaucoup, Caro. Et à très Merci à bientôt. toi, Murtas. À très bientôt. C'est un plaisir.